Zap Crypto, toute l'actu crypto au même endroit. Alors, ça aussi, c'est plutôt bullish comme information, regardez ça. Bernstein qui confirme que le Bitcoin a brisé son cycle traditionnel de 4 ans. Les analystes prévoient désormais 150 000 $ en 2026, 200 000 $ en 2027, qui serait potentiellement le pic du cycle. Il y a un cycle plus long parce qu'il y a une adoption institutionnelle massive, plus les ETF, ce qui donne un super cycle en approche. On va pas se mentir, je partage complètement cette vision des choses. Revenons maintenant sur les dernières déclarations de CZ. Car ce dernier a déclaré lors de la Bitcoin MENA, donc Bitcoin MENA 2025, tenue entre le 8 et le 9 décembre à Abu Dhabi, que le Bitcoin pourrait entrer dans un super cycle, rompant avec son cycle quadriannuel. On parle bien de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Il y a de fortes chances, c'est ce que je vous dis, ce que je n'arrête pas de vous dire, les ETF ont, certes c'est quelque chose de positif parce que ça va pousser à l'adoption, vite fait, bien fait, de la crypto, du Bitcoin, de tout ce que vous voulez, de la blockchain. Mais à côté de ça, ça a tout fucked up, les gars. Ça, littéralement, tout fucked up. Il n'y a qu'à voir la tronche du post-halving, enfin du dernier halving qu'on a eu, et justement, les mois qui ont suivi, ça n'a pas été fifou. On n'a pas eu d'halte saison, on n'a rien eu de tout ça. Beaucoup pensent que ça y est, l'hiver crypto est revenu, mais ça, c'est en se basant encore une fois sur les cycles des 4 ans. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, et je vous dis, il suffit qu'il se passe des dingueries aux États-Unis, développement positif, pour qu'au final, ce soit vert pour le Bitcoin. Donc, bref, revenons un petit peu sur cette affirmation. Donc, CZ affirme, cette affirmation s'appuie sur une participation institutionnelle accrue. Ouais, c'est clairement ça, au final, comme en témoignent les ETF Bitcoin aux États-Unis. Aujourd'hui, les ETF Bitcoin et les Bitcoin Treasury Company détiennent collectivement plus de Bitcoin que ce qu'il y en a sur les exchanges crypto. Ce qui laisse à penser que le marché est en cours de mutation. Bitcoin passant petit à petit de l'univers full crypto vers les institutionnels. Et alors ça, c'est une data qui est confirmée d'une autre manière par Bloomberg. Entre 2024 et 2025, la part des institutionnels qui détiennent désormais du Bitcoin via les ETF a grandement augmenté vis-à-vis des retail, vis-à-vis des petits porteurs, on va dire. On arrive donc petit à petit vers l'institutionnalisation du Bitcoin, confirmant ainsi le changement de main progressif entre crypto-addicts de la première heure et les grands financiers, les grands groupes financiers, les grands investisseurs institutionnels. En parlant de grosses institutions aussi derrière les cryptos, je voulais vous parler de BlackRock. BlackRock qui vient de faire leur demande officielle pour lancer leur ETF staking d'Ether. Donc ils ont déjà le plus gros ETF au monde d'Ether, ETHA. Mais là, ils vont faire une demande pour un deuxième ETF, ETHB, qui lui aura la possibilité de staker les Ethers. Alors là, c'est assez étrange et je ne comprends toujours pas parce qu'historiquement, BlackRock voulait transformer l'ETF ETHA en ETF de staking, comme Grayscale l'a fait et ils ont réussi Grayscale. Là, ils sont partis sur un nouvel ETF. Je ne comprends pas, ils n'ont pas donné d'explication. Peut-être ils ont voulu offrir la possibilité aux investisseurs d'acheter l'un ou l'autre, ceux qui veulent ou non le staking. Moi, j'aurais cru qu'ils allaient activer le staking tout simplement par défaut pour une bonne partie du portefeuille, comme Grayscale le fait sur 60-70% du portefeuille. Mais au final, non. On n'a pas la date de quand l'ETF arrivera. On n'a pas la date aussi de pourquoi. Est-ce qu'il y aura du staking ou pas sur l'ETHA? Mais en tout cas, ça montre aussi que BlackRock continue de penser que les ETF BTC et Ether, c'est le futur. Et je rappelle, ils n'ont toujours pas lancé d'autres ETF crypto BlackRock. Ils sont focalisés sur Bitcoin et Ethereum. Maintenant, on va parler de la véritable star de l'histoire, la technologie en elle-même, la blockchain. Ni Bitcoin ni Ethereum ne sont juste des actifs isolés, ce sont tout simplement les premiers ambassadeurs d'une révolution technologique qui est beaucoup plus vaste. Comme Internet n'était pas juste un outil pour envoyer des emails, la blockchain n'est pas là pour un seul cas d'usage. Elle va probablement s'infiltrer dans une multitude de secteurs. La finance, les jeux vidéo, l'art numérique, la logistique, l'intelligence artificielle, la robotique, et bien plus encore. Pensez à l'essor d'Internet. Au départ, certains croyaient qu'il ne servirait juste qu'à envoyer quelques emails ou à quelques usages de niche. Aujourd'hui, Internet, c'est littéralement la colonne vertébrale de l'économie mondiale. De la même manière, parier uniquement sur Bitcoin et Ethereum, c'est comme dire qu'on va s'arrêter à une seule forme d'utilisation d'une grande invention. Par exemple, si on prend l'IA, c'est pas une technologie qui est faite pour un seul secteur. Internet, c'est pareil, ça n'a pas servi à une seule industrie. Et la blockchain,
c'est la même chose. Il y a un autre élément à évoquer, c'est que c'est aussi un enjeu de compétitivité mondiale. Les pays et les entreprises qui adoptent la blockchain vont créer un avantage, vont pouvoir créer de la valeur. Ensuite, c'est intéressant, l'USDC. Donc, Circle, la maison mère d'USDC qui va sortir. La première réaction, j'ai trouvé ça top. Imaginez, c'est un stablecoin privacy token. Donc, ça plaît pas du tout ça en général aux instits. Je me dis, c'est osé. C'est un peu comme du Monero, du Zcash, sauf que le truc, il est stable. Voilà. Donc, c'était intéressant. Et au final, quand j'ai creusé le sujet, c'est une petite déception. C'est qu'en fait, c'est pour les banques. Et en fait, c'est privé. C'est parce que les banques ne veulent pas qu'on voit des gros montants, des grosses activités, des transferts vers Abu Dhabi ou je sais pas quoi. Et donc, ce côté-là, privacy, il est nécessaire. Par contre, regardez, le nouveau stablecoin conserve les détails des transactions privées, mais le régulateur accède. Voilà, il y accède à toutes les données. Donc, c'est du semi-privatif. C'est-à-dire que vous et moi, on ne pourra pas voir les transactions dans cette nouveau stablecoin USDCX, mais les régulateurs auront le petit reporting. Alira, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement la première école blockchain de France. Elle a été fondée en 2019 et elle a depuis formé plus de 2500 personnes au métier de la blockchain et depuis quelques années de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est un peu l'un des passages obligés si vous souhaitez vous lancer dans le bain de la blockchain et pas le faire tout seul et d'être accompagné. Eh bien, Alira le fait parfaitement bien. Moi-même, j'ai fait ma formation chez Alira en tant que consultant blockchain. Et puis, alors, le concept est très simple. Vraiment, il n'y a pas 10 000 formations. Hein. Tu as 2 formations, soit blockchain, soit IA. Donc, si aucun des deux t'intéresse, laisse tomber. Et puis, en revanche, si tu choisis l'un des 2 parcours, tu peux décider soit de te lancer en tant que consultant, soit de te lancer en tant que développeur. Voilà. Soit tu souhaites accompagner l'entrepreneur et l'entreprise et tu pars pour du consulting, soit tu veux toi-même mettre les mains dans le cambouis et développer, comme notre invité qui va venir tout à l'heure, les smart contracts, les agents IA de demain et être directement membre de l'équipe. Eh bien, dans ce cas-là, il y a 2 parcours, donc de développeurs sur ces 2 parcours. Ils ont lancé un truc en septembre que je trouve très cool, que je vous invite à faire vraiment. C'est complètement gratuit. C'est des formations gratuites, une en crypto, une en IA. C'est un peu un amuse-bouche de ce que la vraie formation vous propose. Donc, faites cette formation gratuite. Par ailleurs, Pauline, selon une enquête du Wall Street Journal, les bases des militaires américains sont devenues un lieu idéal pour parler des finances personnelles et faire du trading de crypto. Tiens, sur les porte-avions. Oui, effectivement, ça discute beaucoup crypto-monnaie aux États-Unis, notamment auprès des militaires. En fait, l'intérêt pour les militaires américains sur les sujets vraiment d'investissement, il remonte au début des années 2000, notamment quand des centaines de milliers de soldats ont été déployés sur des zones en Irak, en Afghanistan. C'est vrai qu'ils ont reçu pas mal de primes et ils avaient des milliers de dollars à investir. Et à ce moment-là, ça a commencé à parler finance, visiblement. Au début, ils se sont intéressés à des actifs traditionnels, à de l'or, aux actions. Et maintenant, ils commencent à s'intéresser aux cryptos. Et en fait, le Wall Street Journal a mené une grosse enquête très intéressante à ce sujet. Ils ont remarqué que notamment les déclarations fiscales des détenteurs de cryptos, là où il y avait la plus grosse proportion en fait, de personnes qui déclaraient en détenir, c'était sur des bases américaines militaires. Le marché obligataire japonais, réputé pour être l'un des plus stables et ennuyeux au monde, est en train de sombrer. Les hedge funds internationaux ont senti le sang. Ils ont commencé à parier massivement contre les obligations japonaises et un véritable cercle vicieux s'est mis en place. Plus les taux d'intérêt montent, plus il devient cher pour le gouvernement japonais d'emprunter de l'argent frais. Chaque nouvelle émission d'obligations doit offrir des rendements plus élevés pour attirer des acheteurs. L'État japonais devra payer davantage d'intérêts sur sa dette, ce qui fait gonfler encore plus le déficit budgétaire, ce qui oblige à emprunter encore plus, ce qui fait monter encore plus les taux et ainsi de suite. D'ici 2028, si les taux continuent sur cette trajectoire, le gouvernement japonais devra consacrer autant d'argent à rembourser les intérêts de sa dette qu'à faire fonctionner l'ensemble de son économie. Certains analystes commencent à évoquer ouvertement un risque de fuite de capitaux incontrôlée, le genre de panique qui avait failli faire exploser le marché obligataire britannique il y a 3 ans. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, je ne l'invente pas, cette info, elle circule déjà, mais elle ne circule pas pour toi. Elle ne circule pas pour les petits investisseurs, elle ne circule pas pour le grand public. Elle circule entre banques, fonds d'investissement, institutions, gros acteurs. De quoi je parle? Bank of America a sorti un rapport ultra sensible. Un rapport qui n'a pas été envoyé aux médias. Un rapport qui a été envoyé
uniquement à leurs clients institutionnels, sauf que ce rapport, comme c'est souvent le cas, sauf que ce rapport a fuité. Et ce rapport, il dit une chose très simple. La Fed est en train de recommencer à imprimer massivement d'argent. C'est pas moi qui le dis, c'est Bank of America. Et il dit clairement, pas dans 6 mois, pas dans 3 mois, pas peut-être, il imprime maintenant. Et cette impression, elle se fait à hauteur de 45 milliards de dollars par mois. Ça peut paraître peu pour certains, mais croyez-moi, ce chiffre, il change absolument tout. Ça vient de tomber, c'est Trump qui nous dit que le prochain président de la Fed devra immédiatement baisser les taux de la Fed. Et quand il parle d'immédiatement baisser, il parle de baisse de 0,5. Donc ça va être très violent. Honnêtement, peut-être en 6 mois, on est à moins de 2%. Ça peut être la surprise du chef, et vraiment là ça serait le meilleur des cadeaux, ça vaut plus que n'importe quel tweet sur Make America, voilà, les cryptos, Make USA, Capital of the World of the Crypto, vraiment ça serait le meilleur des messages. Il va peut-être l'annoncer avant Noël en plus, le nouveau président. Donc il fait cette annonce à 24 heures du discours de la Fed. Je rappelle que l'Exa Predict est le jeu qui vous permet de prédire le prix du Bitcoin et de gagner des points pour gagner des vraies récompenses derrière. C'est 100% gratuit, ça se passe sur iOS et Android. Vous avez juste à télécharger dans le store l'Exa Predict. N'hésitez pas, c'est gratuit et c'est carrément communautaire. Allez, on jette un coup d'œil aussi donc du côté de certains indicateurs et aussi au passage du côté bien évidemment du calendrier macroéconomique, parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, donc effectivement, c'est une journée importante parce que effectivement, c'est la journée de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Regardez, on a actuellement un taux à 4. Depuis au moins une semaine, on sait qu'on devrait avoir un 3,75. En tout cas, c'est ce qui est prévu par le consensus. Regardez, c'est dans la colonne prévue. Donc, je veux dire, il n'y aura strictement aucune surprise que ce soir, Powell nous dise qu'il descend à 3,75. Il n'y aura aucune surprise. Ça fait au moins une semaine qu'on connaît l'information qui elle est écrite sur le site. Donc, effectivement, pas de surprise. Alors, je rappelle, hein, si vous voulez le calendrier macroéconomique, vous l'avez sur mon site internet, lexamoncrypto.fr. Vous allez dans la section La Toolbox. Et là, ici, vous avez le calendrier macroéconomique et le Fear and Greed Index, d'ailleurs, au passage. Donc là, effectivement, aujourd'hui, donc ça va se passer à 20h. Ça va commencer avec les projections économiques du FOMC, le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, donc la fameuse potentielle baisse qui pourrait arriver ce soir. Et maintenant, il y a le FOMC aujourd'hui et c'est ça qui est hyper important parce qu'on a déjà pricé le fait qu'on aura une baisse des taux. Et ce que le marché attend, c'est le discours de Powell. Et ce que le marché attend également, potentiellement, c'est peut-être un mécanisme de rachat d'obligations de la part de la Fed qui pourrait justement réaugmenter sa balance. Et ça pourrait indiquer justement que la Fed restimule un petit peu la liquidité. Et donc ça pourrait être un élément positif. Si jamais Powell n'annonce rien de tout ça, le marché pourrait littéralement se retourner ici. C'est hyper important de le comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché a nettoyé les vendeurs avant le FOMC. Et que si jamais le FOMC déçoit, le marché aura aucun mal à prendre le contre-pied de ce mouvement et à retourner au sud. Ça, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Par contre, si le FOMC est bon, que Powell annonce vraiment qu'on aura potentiellement des rachats d'obligations, ça, c'est assez positif et on pourrait voir un breaker block ici. Donc, c'est vraiment une journée qui est hyper importante aujourd'hui. Je vous le dis encore une fois, c'est pas la baisse des taux le plus important. On sait que la Fed va baisser les taux de 25 points, de 0,25 points. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est le discours. Et ça va être le plus important. Également, la semaine prochaine. Indicateur qui s'est allumé, qui est plutôt intéressant, c'est le H-Ribbon. Je sais que beaucoup de gens suivent et même le H-Ribbon. Alors, il a fait un signal d'achat. Il s'est allumé pour la 5e fois cette année. Alors, c'est un indicateur en gros qui regarde la performance des mineurs. Et quand il s'allume, c'est qu'il y a une petite reprise du H-rate après une capitulation des mineurs. En gros, quand les mineurs vont pas du tout, cet indicateur est là pour te le dire. Et quand ça commence à reprendre, il est là pour te dire, paf, la pastille s'allume, ça y est, c'est to the moon, il faut acheter. Alors non, ça marche jamais comme ça. Hein. Ces indicateurs, des indicateurs un petit peu lents, d'accord? C'est pas genre le bottom, il est là, c'est bon, ça pousse, ça peut recorriger encore. Voilà, ça te dit que les mineurs capitulent. Pourquoi? Parce que tu as la moyenne mobile sur 30 jours du taux de hachage de la blockchain Bitcoin, hein, qui est passé sous la moyenne mobile 60 jours. Donc, quand tu as la moyenne mobile courte qui passe sous la moyenne mobile longue, eh ben, ça sent pas très bon. Ça signale une capitulation. Maintenant, cette capitulation des mineurs, elle peut durer plusieurs semaines. Tu vois,
Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet indicateur H-Ribbon? Il te dit que en ce moment, c'est une bonne zone pour cartoucher du Bitcoin. Voici le graphique qui illustre le titre de cette vidéo. Nous avons ici l'évolution du prix du Bitcoin en unité de temps hebdomadaire et ici, nous avons son RSI. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le BTC a touché ce niveau, donc le niveau des 36, seulement 4 fois dans son histoire, lors du bottom du bear market en 2015, également lors du bottom de 2018 du bear market, lors du crash du Covid-19 et également lors du plus bas du bear market de 2022. Et donc, le fait que le BTC soit venu toucher ce niveau qui a été atteint uniquement dans les phases d'extrême peur, c'est-à-dire les niveaux où le BTC était déjà en bear market, la correction qu'on est en train de connaître depuis le dernier atterrage du BTC, on peut plus la comparer avec celle qu'on a connue lors du crash du Covid-19, qui a été finalement un bear market assez rapide lié aux conditions macroéconomiques. On n'est plus du tout dans les mêmes conditions macroéconomiques et également de peur qu'on avait connues lors du Covid-19. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.